Bonjour, je suis Théo, bienvenue dans le bal local. C'est moi qui serai votre chef d'orchestre pour les minutes qui vont suivre. Oui, qu'on se le dise, les freelances sont libres de travailler où ils veulent, libres de travailler en pyjama dans leur salon, à califourchon sur un ballon de jean dans leur open space. Mais s'ils sont libres, ils sont aussi souvent seuls devant l'immensité des tâches à accomplir. La première et pas des moindres, trouver des clients. Premier hic, le freelance est un expert dans son milieu, mais pas toujours un commercial aguerri, roulant dans sa berline allemande, chaussures crocodile arrachées aux pieds, chemise impeccable, tailleur au top et lunettes de soleil Ray-Ban montées sur le front. Alors certains entrepreneurs bien malins leur proposent un service plutôt utile, les mettre en relation avec des clients qualifiés via une plateforme digitale. Mais comment ces job boards et autres plateformes de mise en relation fonctionnent-elles ? Par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Nous accueillons aujourd'hui Audrey Liberge, Digital Manager chez XXE. Bonjour Audrey, merci de rejoindre le bal local pour une nouvelle danse. On va parler ensemble de freelancing, d'entrepreneuriat et de transformation du travail. Es-tu prête ? Oui, je suis prête. Bonjour à tous. Alors c'est parti. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et ce que tu fais chez XXE ? Oui, alors donc moi ça fait un peu plus de 8 ans que je bosse dans la communication et aussi dans le digital. Donc avant j'étais en agence de communication où j'ai pu travailler avec des freelances parce que les agences font beaucoup appel aux freelances, parfois mal d'ailleurs. Et j'ai rejoint il y a 2 ans Inops, donc qui met en relation les PME et les TPE experts du numérique avec les grands comptes et qui, il y a justement quand j'ai rejoint l'entreprise il y a 2 ans, a lancé la plateforme XXE. Et voilà, je travaille sur ce beau projet depuis 2 ans et je suis vraiment responsable digital de l'acquisition de freelance, mais aussi de l'animation de les communautés. Ok. Donc petite déformation parce que finalement on est entre communicants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le branding et l'histoire du nom XXE ? Oui, alors à la base, XXE, on a été brandé pour. En fait, XXE, ça voulait dire hyper expert. Parce que oui, il faut vraiment beaucoup d'expertise pour faire le freelancing et on se rend compte que justement, les freelances sont de plus en plus spécialisés dans une technique ou une technologie. Et c'est ces freelances-là, hyper experts, qui sont les plus recherchés et qui attirent vraiment les entreprises. Aujourd'hui, vous avez un positionnement qui est quand même relativement différent par rapport à vos concurrents, par rapport aux job boards concurrents. Vous dites zéro barrière, zéro filtre, zéro commission. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça ? Oui, alors en fait les plateformes existantes depuis leur début en fait fonctionnent plutôt à la commission en fait à chaque fois qu'un freelance décroche une mission. Et du coup, nous, on n'était pas du tout dans cette optique. On pense qu'il ne faut pas forcément se faire de l'argent sur le freelance, mais justement l'accompagner dans son activité pour que lui se fasse le plus d'argent possible. Et du coup, c'est pour ça qu'on est parti avec ce concept de zéro commission et sans intermédiaire, surtout pour éviter tout intermédiaire qui n'a pas vraiment lieu d'être en fait entre une entreprise, qu'elle soit une PME, une start-up ou une agence, avec des freelances. Et justement pour vraiment fluidifier la relation, pour que la collaboration se passe au mieux. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit que de plus en plus les grands comptes en fait, veulent faire appel aux freelances, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, parce qu'ils préféraient passer par des grandes ESN, SS2I avec énormément de consultants. Et du coup, on est un peu aussi en train d'adapter notre positionnement pour aussi donner des services, pour offrir ces services à ces grands comptes pour qu'ils puissent aussi avoir accès à ces hyper experts freelance. Et pour qu'ils puissent vraiment apprendre à travailler avec eux, ce qui n'est pas forcément chose facile en fait chez les grands comptes. Et justement, on développe des services plus pour aider les grands comptes à sourcer ces experts. Et là, dans ces cas-là, on va être plus dans une démarche intermédiaire comme les Inops, mais avec beaucoup de plus-value pour justement trouver les bons experts, savoir quand est-ce qu'ils sont disponibles, et ensuite donner ce bagage administratif nécessaire pour que le freelance puisse travailler avec le grand compte.
Donc moi aujourd'hui, voilà, je suis freelance, je viens de démarrer mon activité, j'ai envie de trouver mes premiers clients. Je fais une petite recherche assez rapide sur Internet, je découvre XXE, je regarde un peu comment c'est fait, je vois qu'il y a quand même pas mal de concurrence. Comment je fais pour pouvoir me démarquer sur la plateforme ? Le plus important en fait sur la plateforme, c'est de rajouter son CV en fait, tout simplement. Parce que le moteur de recherche est assez simple, en fait, il va aller piocher dans votre CV les compétences que vous avez le plus mis en avant. L'idée aussi, c'est bien sûr de mettre à jour sa disponibilité assez régulièrement. Parce qu'en fait, les PME, les startups qui vont utiliser la plateforme, si elles voient que vous êtes disponible et qu'elles vous appellent et qu'en fait c'est pas le cas, ça risque de leur prendre du temps. Donc en gros, voilà, c'est vraiment faciliter la relation au maximum. Et du coup, rien qu'en ajoutant son CV, en fait, on arrive tout de suite à être bien référencé sur la plateforme. Et aussi à la fois par des entreprises qui vont passer en direct, en fait, qui vont utiliser la plateforme, mais aussi pour notre centre de service sourcing, qui va justement travailler pour les besoins des grands comptes et qui ont vraiment besoin de ces CV pour tout de suite avoir une idée du profil du candidat. Donc c'est vraiment la première chose à faire sur la plateforme, c'est de mettre son CV. Ok, très bon conseil, j'espère que vous avez entendu, que vous allez appliquer tout ça, mes chers freelance. Aussi, si on parle un peu plus précisément de ton profil, j'ai vu donc en feuilletant bien sûr ton LinkedIn que tu étais rédactrice sur Siècle Digital. Du coup, quelles sont tes passions? Sur quel sujet écris-tu? Oui, alors justement en fait, en revenant sur ce blog Siècle Digital, à savoir que on parle souvent de est-ce qu'il faut devenir salarié ou rester salarié pardon, ou devenir indépendant. Moi, je suis un peu partisane, comme notre PDG Laurent, en fait, d'être, pourquoi pas les deux, en fait, et d'être à la fois freelance et salarié. Et moi, c'est ce que j'ai un peu choisi d'être en étant slasheuse, en fait. Voilà, le mot slasher, le fameux pluriactif, voilà. Du moment. Et donc, du coup, oui, je travaille pour XXE, mais en même temps, je suis blogueuse pour Siècle Digital et je donne aussi des cours de digital dans des écoles parce que justement, la formation au digital, c'est clé pour la suite, pour les années à venir. Donc du coup, oui, sur blog Siècle Digital, je blogue un peu sur tout, mais surtout sur les innovations tech. Et j'ai une passion pour, d'ailleurs je le fais aussi sur le blog XXE, pour les sujets un peu prospectifs, un peu dystopiques. Qu'est-ce que nous allons devenir dans les années à venir avec la robotique? Est-ce que justement tous les métiers du numérique vont être remplacés par des robots? À quoi va ressembler le monde en 2084? Est-ce qu'on va tous être morts sur la planète ou autre? Donc voilà, je suis un petit peu dans ces délires-là. Donc voilà, c'est aussi ce sur quoi je parle sur le blog XXE et Siècle Digital. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, 2 réponses possibles, c'est parti! Si je te dis job board ou plateforme de mise en relation, qu'est-ce que tu choisis? Alors, plateforme de mise en relation, mais sans forcément beaucoup d'intermédiaires, mais avec justement de l'accompagnement. Parce que le freelance, il a besoin de conseils et notre job, c'est vraiment de conseiller et d'accompagner au mieux le freelance. Donc les job boards où il y a vraiment un CV et ensuite on verra bien par rapport à la chance qu'on peut avoir, ça ne marche pas forcément. Si je te dis digital ou physique? Digital, bien sûr, c'est mon travail, mais avec une dose de physique derrière, une dose d'événementiel. Justement, les freelances, on les rencontre quand même assez souvent pour être plus près de leurs problématiques, parce que finalement, le digital, c'est plus rapide, mais faut rester humain. Attention, maintenant, question piège. Si je te dis XXE ou Inops? Ça je risque de perdre mon travail à cause de ça. Je dirais XXE pour les freelances et Inops pour les startups qui veulent travailler avec des grands comptes. Tu t'en sors bien. Alors maintenant, dernière question, beaucoup moins stratégique, je te l'avoue. Tu préfères travailler à la maison, en pyjama, ou travailler au bureau? Travailler à la maison en pyjama, j'ai une grande passion là-dessus. D'ailleurs, je demande souvent du télétravail. Je crois que mon chef m'a encore démasqué là-dessus. Mais non, en fait, ça dépend. La vie de bureau, c'est important pour justement se sentir un peu, avoir je suis dans la communication, donc il faut bien que je parle, sinon je deviens folle. Mais par contre, pour justement rédiger des choses, des articles et autres, on a besoin un peu de calme. Et c'est quand même pas mal de pouvoir travailler dans son canapé avec son chat à côté. Top.
On passe du coup maintenant à la partie 2 de l'interview que j'ai nommée Chair à canon et marché du freelancing. Première question, les job boards ou les plateformes de mise en relation peuvent parfois apparaître comme des solutions très dématérialisées où l'humain est laissé de côté. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que vous faites chez XXE pour y remédier? Oui, justement, j'en parlais tout à l'heure, le fait que voilà, de prendre le maximum de commissions, le maximum de marge sur le travail du freelance, c'est pas forcément ça qu'on veut faire. Et justement, on offre plutôt des services additionnels pour les entreprises. On parle de sourcing, de recherche de profil, que justement on va plutôt faire payer, on préfère faire payer ça à l'entreprise plutôt que vraiment imputer le TJM du freelance. Déjà, le freelance, des fois, ne décroche pas certaines missions à cause d'un désaccord sur TJM. On ne va pas non plus ajouter une couche à cette difficulté et à cette négociation. En fait, vraiment, notre idée, c'est de fluidifier un maximum la collaboration entre l'entreprise et le freelance, donc de mettre le moins de barrières possible. C'est pour ça qu'on dit zéro barrière. Ok. Et du coup, sur la relation humaine, quand on voit une plateforme digitale comme la vôtre, on se dit que c'est finalement une espèce de fenêtre entre le freelance et la plateforme. Est-ce que vous avez quand même un accompagnement humain où on se fait contacter, où on a des prises de téléphone, ou aussi on rencontre quelqu'un? Parce que finalement, c'est quand même intéressant. Et l'humain, c'est un peu aussi le cœur du métier. Oui, tout à fait. Du coup, c'est vrai qu'on a la plateforme, mais on a aussi beaucoup d'accompagnement. Sachant qu'en plus, on est les premiers à le dire, oui, on est une plateforme, mais il ne faut pas que compter sur les plateformes pour avoir des missions. Justement, d'ailleurs, dans l'étude qu'on vient de sortir, on voit que le premier... comment les freelances trouvent des missions, c'est d'abord le réseau, ensuite les plateformes, ensuite les réseaux sociaux, et ensuite c'est aussi son action commerciale, le fait d'avoir un site web, le fait d'avoir une carte de visite, d'aller à des événements et autres. Donc du coup, c'est vraiment, en fait, on essaie d'accompagner le freelance et de lui donner justement les moyens, parce que c'est un expert dans son domaine, mais c'est pas forcément un communicant, c'est pas forcément quelqu'un qui va savoir se vendre. Donc on va essayer de faire des événements, des petits ateliers pour l'accompagner dans ses activités, pour qu'il soit justement... il a vraiment déjà beaucoup de hard skills, des compétences techniques. Donc du coup, on va essayer de développer ses soft skills, justement, le fait de savoir se vendre, on parle souvent de syndrome de l'imposteur, où justement on va avoir peur de montrer ses compétences, où on va justement penser qu'on n'a pas assez de compétences pour la mission. Si, en fait, justement, si vous êtes lancé, si vous êtes expert dans un domaine, ça veut dire que vous avez vraiment les qualités pour le faire. Donc il faut arriver à lui faire prendre confiance. Et des fois, ça ne demande pas grand-chose, ça demande juste de l'écoute et justement lui faire comprendre les qualités qu'il a et comment mettre en valeur ces qualités et justement pas se faire avoir par certains clients. Ok, donc ça c'est du côté freelance. En ce qui concerne le ressenti des entreprises qui travaillent avec vous, comment elles réagissent face à la possibilité d'avoir un catalogue aussi important d'experts que celui que vous proposez aujourd'hui sur le site? Justement, c'est ce qu'elles veulent beaucoup de quantité d'experts. Après, on va aussi leur faire comprendre la qualité des experts, et ça, c'est pas gagné. À savoir que il y a beaucoup d'entreprises qui suivent des grilles tarifaires de TJM qui souvent sont en complète dichotomie avec la réalité. Donc du coup, il faut leur faire comprendre que un freelance, c'est pas un salarié, il a des charges, on peut pas le payer au lance-pierre. Des fois, ils cherchent un UX designer juste pour une mission de 3 jours, alors que c'est tout un projet qui va durer des mois. Il faut lui faire comprendre que un freelance, c'est comme ça. Si on veut vraiment que la relation soit fluctuante et le projet arrive à terme, il faut se donner les moyens, avoir des missions longues, rentrer vraiment dans le relationnel avec le freelance et pas forcément le placer sur un coin de table. Vraiment valoriser son expertise et l'intégrer aux équipes pour que aussi les équipes en interne puissent profiter du savoir-faire et de la prise de recul du freelance. Ce qui est surtout, dans certains projets, c'est vraiment important d'avoir une prise de recul et de voir vraiment à l'avance où est-ce qu'on va droit dans le mur, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Du coup, maintenant, si on se pose un peu la question de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, quelles sont les professions et les métiers qui sont les plus représentés sur la plateforme? Et d'un autre côté, quels sont les métiers que recherchent le plus les annonceurs, et aussi les métiers qui sont, on va dire, un peu plus en crise, où vous ne trouvez pas beaucoup de monde, mais qui sont quand même vraiment très demandés? Justement, c'est bien que vous me posiez la question, parce que j'ai exactement les bons chiffres pour ça. En fait, justement, on vient de faire une étude par rapport à ça, et on a interviewé plus de 200 entreprises, et on leur a demandé les compétences qu'ils recherchaient le plus actuellement.
Et justement, dans le top 5, on peut citer d'abord le cycle de vie des applications. Donc du coup, tout ce qui est développeur, testeur, programmateur. Après, l'organisation et la gestion du SI. Donc là, c'est plus les architectes SI, les consultants, AMOA, les ingénieurs. Ensuite, tout ce qui est management de projet. À savoir qu'en ce moment, le product owner, c'est le Scrum Master, c'est vraiment le tout Graal. le monde, voilà, le Graal, tout le monde se l'arrache et je pense que ça va durer encore un peu dans les prochaines années. Il y a aussi tout ce qui est conseil métier, stratégique, voilà, on parle de transformation digitale, il faut avoir du conseil pour vraiment bien arriver à se transformer. Et après, tout ce qui est métier de la data, donc business intelligence et autres, data scientist, ça c'est vraiment aussi bien recherché en ce moment. Donc ça, c'est le top 5 actuellement. Et on a aussi demandé aux entreprises lesquelles expertises, selon eux, allaient cartonner dans les prochaines années d'ici 2030. Et attention, en avant-première mondiale, on a les expertises qui vont cartonner en 2030. Préparez-vous. Donc si vous voulez justement, on parlait de spécialisation, si vous voulez vous spécialiser là-dedans et avoir plein de boulot d'ici 10 ans, c'est ce qu'il faut faire. Donc en premier, on a encore la data science qui va vraiment maintenant la data, c'est vraiment l'élément clé. À la fois, il faut arriver à protéger les données personnelles des personnes, mais il faut aussi pouvoir s'en servir intelligemment pour améliorer nos services. Ensuite, bien sûr, l'IA et la robotique qui est partout. La cybersécurité, on parle encore des data, donc il va falloir sécuriser tout ça. La blockchain et enfin, le 5e, c'est le marketing prédictif. Donc toutes les ou personnalisé. Donc tous les professionnels freelance du marketing peuvent aussi se spécialiser dans justement comment arriver à bien utiliser les datas pour que le marketing soit le plus personnalisé possible. Donc quand même beaucoup de métiers dans l'IT, mais dis-moi, d'où est-ce que tu sors tous ces petits chiffres très intéressants? Justement, en fait, on vient de lancer une étude, on a fait une étude pendant plusieurs mois et du coup là on lance enfin les résultats, qui s'appelle le baromètre de l'expertise du numérique. Donc c'est encore inédit en France, c'est le premier baromètre de l'expertise numérique qui existe et du coup on a interviewé pour ça plus de 200 entreprises et plus de 1000 freelances, donc la plupart qui étaient sur la plateforme XXE, on n'est pas allé les chercher bien loin. Donc c'est vraiment spécialement numérique et pour avoir justement un peu une tendance de ce marché, de tous les acteurs qui font l'écosystème, donc les entreprises à la fois des ESN, des grands comptes, des PME qui travaillent tous les jours avec des freelances ou des salariés en fait. Voilà, on les a interviewés sur plusieurs questions et du coup c'est de là que je sors tous ces chiffres et j'ai justement toute une partie sur le freelancing dont je peux vous parler. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément quand est-ce qu'on va avoir accès à toute cette étude? Est-ce qu'il y a une date? Oui, la date c'est le Suspense, roulement de tambour. C'est juste après la fin de la mêlée numérique, donc c'est le 8 octobre, et du coup ce sera tout sur notre site, à la fois inops.fr ou sur le blog d'XXE, l'IMAG, auquel vous pouvez avoir directement accès sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à télécharger l'étude, et puis il y aura aussi l'infographie, si vous avez la flemme de vous lire 20 pages, vous avez le résumé en images. Quelle bonne initiative. Du coup, ça rejoint aussi, toute cette donnée et toutes ces données que vous avez pu récupérer, ça rejoint aussi une thématique qui est quand même assez importante dans le monde du freelancing. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que les politiques ont bien saisi l'importance de la mutation du monde du travail? Clairement, non. Oula. Non, mais en gros, en fait, c'est pas que les politiques, même les entreprises, les grands, pas que les grands comptes, mais en fait, il y a un problème de législation. D'ailleurs, je reviendrai après sur les chiffres, mais c'est une des demandes des freelances, c'est que justement qu'il y ait plus d'aide administrative et qu'il y ait plus de facilité au niveau des statuts indépendants. Le gouvernement comme les entreprises, en fait, on a toujours un peu tendance à dire qu'ils sont encore dans un fonctionnement du siècle dernier en termes de travail, en fait, et le code du travail, il a vocation à être totalement refondu dans les prochaines années. Enfin, c'est pas possible de continuer comme ça, et on voit très bien que les salariés, ils veulent maintenant autre chose que juste travailler des années et des années dans la même boîte. Ils sont en quête de sens perpétuel. Nous, dans notre génération, on est tous allergiques aux bullshit jobs. C'est pour ça qu'on va partir du marketing bientôt. On veut du sens. On veut du sens. On veut du sens, on le dit tout le temps. Et du coup,
Voilà, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de freelance, parce que justement, dans notre étude, 67% des freelances disent qu'ils sont devenus freelance par choix de vie, en fait, vraiment, et 26% par rejet du salariat. Donc, il y a vraiment un ras-le-bol sur le salariat en France. Donc, je pense pas... On entend beaucoup de personnes qui disent que le salariat, il est mort, qu'on va tous devenir freelance. Moi, je pense que les deux peuvent survivre. De toute façon, on a besoin des deux. Mais par contre, les entreprises ont besoin de faire une mutation profonde de leur système de management et de leur suivi de carrière, plus d'écoute, plus d'écoute, plus de mise en valeur des salariés et vraiment que les salariés puissent participer au développement de l'entreprise et pas forcément juste effectuer des tâches. Donc c'est vraiment une mutation globale du travail et ça passe à la fois par le gouvernement qui doit accompagner ça, mais aussi par une grosse pédagogie des entreprises qui doivent vraiment enfin changer leur mentalité et leur système de travail pour que ce soit plus flexible pour les nouvelles conditions de travail, que ce soit télétravail, freelancing et autres, pour que vraiment tout le monde puisse travailler tous ensemble, quoi. Quelle musique tu aurais envie de partager avec nos auditeurs? Alors une musique qui peut représenter le freelancing, qui peut représenter ton activité quotidienne, la communication, etc. Alors, la musique que je choisis, alors j'ai un petit faible pour le rap américain, donc du coup ça va être Eminem, Yourself. Et justement, je trouve que ça représente bien donc déjà c'est the musique pour moi de rap, enfin la meilleure musique du rap du monde, mais du coup mais aussi je trouve que ça représente bien la mentalité indépendante. C'est en gros t'as une seule chance dans ta vie, t'as une seule opportunité, il faut la saisir à un moment ou à un autre, donc vas-y, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Avec quel bon conseil. Ça peut être aussi les bronzés qui viennent par là. Donc voilà, en gros, ne pas hésiter à saisir sa chance et se lancer, parce que y a beaucoup de gens qui veulent se lancer en freelance mais qui le font pas. Et au bout d'un moment, si t'essayes jamais, tu sauras jamais si ça marche. Donc c'est pas grave, au pire on peut revenir à ce bon vieux salariat si ça ne marche pas. Voilà. Et justement, il y a pas assez de... S'il y a bien quelque chose que les Américains ont que nous on n'a pas, c'est la culture de l'échec. Et justement, je pense qu'il faut... Enfin, on aura toujours des personnes pour nous dire non, c'est une mauvaise idée ce que tu fais, non, tu devrais pas changer de boulot maintenant parce que là, tu as ton CDI, tu vas pouvoir acheter un appart. Enfin, c'est jamais le moment, de toute façon, il y a toujours plein d'excuses. Donc au bout d'un moment, faut vraiment se lancer et au pire, si ça plante, c'est pas grave, quoi. Et puis on pourra essayer encore autre chose, ça replante. Mais au moins, on aura essayé plein de trucs et on aura appris plein de choses au passage. Ok. C'est parti, moment de musique, on écoute tout ça. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's joking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. Soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me. On enchaîne du coup sur la dernière partie de cette interview. On va essayer de voir un peu plus large. Et on va revenir surtout sur le baromètre des freelances dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les chiffres clés finalement de cette étude et de ce qu'on doit en retenir, voilà. Oui, alors déjà, un chiffre clé, c'est que on parle beaucoup de pénurie de talent dans les métiers numériques actuellement. Et du coup, justement, on a voulu mettre un chiffre là-dessus. Et sur toutes les entreprises qu'on a interrogées, il y a 66% qui se déclarent vraiment victimes de la pénurie de talent dans les métiers numériques en France et qui ont vraiment du mal à chercher ces talents, à les trouver
Et ensuite, alors, déjà, c'est quelque chose de les trouver, mais ensuite, après, il faut arriver à les retenir. Et du coup, alors que les acteurs du numérique en France, ces entreprises-là, elles sont en forte croissance, elles embauchent toutes à tour de bras. Dans notre étude, il y a 99% qui ont dit qu'ils allaient embaucher en 2020, donc presque tout le monde. On est plutôt à une bonne proportion. Enfin, c'est pas que 2 ou 3 personnes. Des fois, ça va être plus de 20 personnes, plus de 50 personnes, plus de 150 personnes. Donc, c'est assez énorme. Et ils n'arrivent pas à trouver ces experts, et du coup, c'est le principal frein à leur croissance, c'est la difficulté à recruter. Un autre frein qui est cité, justement, c'est le turnover. Donc, il faut arriver à aider ces entreprises. Et justement, en fait, les freelances ont besoin de clients, donc il faut arriver à, à faire tourner tout ça. Et du coup, les entreprises, elles sont de plus en plus enclins à prendre des freelances. Et donc 76% maintenant, elles font appel à des freelances pour trouver, pour vraiment aller dans l'expertise qui leur manque. Donc c'est souvent des expertises techniques qui leur manquent. Et du coup, les entreprises sont plus ou moins prêtes à ça. Donc il y en a qui vont faire appel à des freelances de temps en temps, d'autres vraiment de plus en plus. Et il y en a 18% qui vont dire que ça fait vraiment partie de leur ADN, de leur stratégie d'entreprise, de faire appel à beaucoup de freelances et vraiment les intégrer au mieux. Donc voilà, finalement il y a peu d'entreprises qui sont vraiment actuellement négatives ou qui veulent vraiment pas travailler avec des freelances en fait. Elles veulent, et certaines par contre se disent pas encore prêtes. Donc ça veut dire que je pense qu'elles sont pas encore vraiment posé la question. Mais voilà, on sent vraiment que toutes les entreprises veulent maintenant travailler avec des freelances parce qu'elles ont compris qu'elles ne pouvaient pas s'en passer. Et du coup maintenant l'idée c'est de comprendre ce que c'est que les attentes des freelances justement pour travailler avec ces entreprises. Et là, on a voilà, justement interrogé plus de 1000 freelances pour savoir un peu leur situation actuelle, quelles étaient vraiment leurs attentes par rapport à ces entreprises. Ok. Et du coup, quelques petits chiffres. On a envie de chiffres. Voilà. Alors, déjà, il faut savoir que je disais tout à l'heure que c'était par choix de vie. On entend souvent parler des problèmes des freelances, mais on a quand même le chiffre clé de finalement, on a demandé aux freelances ils conseilleraient le freelancing à leur meilleur ami. Ok. Alors il y en a certains qui nous ont dit j'ai pas d'amis ou il est déjà freelance, mais on a le chiffre que 86% des freelances conseilleraient le freelancing à leur meilleur ami. Donc c'est plutôt positif. Et justement, dans pourquoi, c'est le fait d'être libre, qui revient souvent, l'autonomie, la flexibilité, le fait de ne pas avoir de hiérarchie, parce qu'on a un peu plus de sous-boss, d'être vraiment son propre patron, de pouvoir organiser comme se doit les choses. Le rapport à la hiérarchie, est-ce que c'est très franco-français ? Est-ce que c'est parce qu'on est des Gaulois qui protégeons nos valeurs, ou est-ce que c'est un phénomène un peu plus global, tu penses ? Non, je pense que c'est global, européen. Enfin, après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les entreprises, elles ont une grosse révolution RH et managériale à faire, et aussi en tant que formation, parce qu'il y en a beaucoup qui embauchent des gens mais qui ne les forment jamais. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'évolution de carrière, et c'est pour ça que les gens partent se former eux-mêmes en autodidacte ou vont aller dans d'autres entreprises pour se former. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Et je pense que le problème n'est pas que français, donc je pense qu'on est quand même très en retard. Quand on voit certains, les Américains ou les Anglais, par exemple, juste en fonction de la condition de travail, on voit qu'il y a beaucoup plus d'offres d'emploi en digital nomade ou en télétravail à distance chez les Anglais que chez les Français. Nous, encore en France, on est très... il y a vraiment cette phobie du télétravail. Si j'offre le télétravail le vendredi à mon employé, il va rien faire, il va faire un week-end prolongé. Non, c'est pas possible. Donc du coup, voilà, il y a aussi il y a 40% des freelances qui préfèrent travailler de chez eux, et 34% qui se déclarent un peu en digital nomade, qui veulent travailler n'importe où. Ça, les entreprises, elles doivent comprendre ça, et elles doivent justement apprendre à travailler avec ça. On a justement interviewé un responsable achat du groupe La Poste, qui nous disait justement, en fait, faut qu'on dans les années à venir, l'accès à l'expertise va être de plus en plus compliqué, et du coup, l'expertise, elle va pas venir à nous, il va falloir aller la chercher. Donc, si l'expertise, elle est à l'autre bout du monde, elle va pas se déplacer pour nos beaux yeux. Donc, en gros, il faut arriver à travailler à distance aussi avec ces experts, parce qu'on peut pas avoir
l'accès à l'expertise, ça passe aussi par le fait de justement pouvoir travailler ensemble, même à plusieurs milliers de kilomètres. C'est totalement possible avec les outils technologiques d'aujourd'hui. Faire confiance de loin. Voilà. Ensuite, maintenant, comment ils travaillent les freelances ? Comme je disais tout à l'heure, ils trouvent leur mission surtout par le réseau. Ils sont finalement, on a l'image du vieux loup solitaire, mais finalement, c'est plus du tout ça. Il y a 41% des freelances qui veulent travailler en collectif. Justement, c'est ce que vous êtes. C'est ce qu'on est. Ça tombe bien. On adore. Je pense qu'on va le réutiliser. Donc voilà, c'est vraiment... il y a encore une petite majorité qui préfère faire travailler seul, mais c'est vraiment une grosse tendance. Le freelance, il aime aller sociabiliser. Pardon. Il peut être socialiste aussi. Mais... Chacun ses choix. mais voilà, il y a vraiment où s'intégrer dans des équipes. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Les entreprises maintenant elles peuvent très bien trouver un freelance ou trouver plusieurs freelances qui vont pouvoir travailler sur leur mission et avec plein de compétences complémentaires. Donc ça peut être super intéressant. Et ensuite, au niveau là c'est plus pour les entreprises, mais qu'est-ce qu'ils attendent les experts en fait, et pourquoi ils vont accepter une mission ? C'est d'abord par rapport à le contenu de la mission, ensuite par le TJM proposé, et enfin par le challenge de la mission. Donc c'est pas le prix qui est le plus important, mais voilà, ça reste justement le projet auquel il va adhérer. Et donc du coup il faut que le client soit vraiment en possibilité de lui offrir vraiment quelque chose d'intéressant, parce que sinon il ne va pas forcément y aller. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les freelances, ils préfèrent travailler pour des petites entreprises, des PME ou des startups avant des grands comptes. Donc voilà, donc ils préfèrent travailler pour les petites structures, parce que justement, c'est souvent qu'ils ont peut-être arrêté d'être salariés parce que justement ils en avaient marre des grandes boîtes. Donc voilà. Mais après, il y a quand même encore pas mal de freelances qui veulent travailler avec des grands comptes et qui justement n'ont pas accès à ces grands comptes. Notamment à cause de toute la politique achat de ces grands comptes, on a besoin de beaucoup d'éléments de réassurance pour pouvoir y accéder, et c'est compliqué de se positionner. Ouais, et puis finalement, c'est ce qu'on dit aussi aux freelances, c'est que le problème c'est qu'il y a beaucoup de freelances qui veulent travailler pour des PME, mais les PME elles n'ont pas de budget pour les payer forcément. Donc on revient sur le TJM qui va être bas, et aussi sur des petites... Par exemple, moi en agence de com avant, on faisait appel à des graphistes ou d'autres freelances, mais c'était sur des missions très courtes, de quelques jours. Et du coup, si on veut un peu de stabilité en tant que freelance et être tranquille pour plusieurs mois, c'est les grands comptes qui font des missions longues de 1 an, 2 ans. Donc voilà, on peut très bien avoir une mission longue pendant 2 ans, qu'on aurait pu avoir en tant que salarié dans une SN ou autre, mais être payé le double parce qu'on est freelance. Donc voilà, il faut arriver aussi à savoir un peu ce qu'on veut, quel type de mission, quel type d'entreprise. Et justement, alors au niveau des freins des freelances, en fait, justement, la première raison pour laquelle ils n'ont pas décroché de mission, c'était le désaccord sur TJM. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de négociations à faire et le faire comprendre à l'entreprise la valeur qu'on peut apporter, parce que ça c'est vraiment il parle tout de suite de budget, alors qu'en fait il faut vraiment faire comprendre la valeur qu'on peut apporter sur le projet, et justement pas hésiter à parler de TJM, parce qu'il y a beaucoup de freelances qui osent pas tout de suite parler de TJM, mais en fait il faut en parler tout de suite, parce qu'en fait finalement après c'est l'entreprise qui prend la main et qui dit oh mais de toute façon moi j'ai ce budget là, et du coup le freelance se reste enfermé des fois là-dedans. Donc il faut pas hésiter à parler argent. Vous êtes un PDG en fait, vous êtes responsable de votre entreprise, il faut arriver à la faire marcher, et on peut pas faut pas faire des recos, des conseils et tout gratuitement sans faire payer à un moment ou à un autre. Donc il faut tout de suite parler d'argent. Et justement, il y a ça rejoint la deuxième raison pour laquelle il ne décroche pas cette émission, c'est le manque de fibre commerciale, justement. Et voilà, le manque de compétences aussi pour la mission. Donc, en gros, il y a encore cette confiance du freelance qui manque des fois. Voilà. Et ensuite, enfin, le manque de flexibilité du client. Donc, encore une fois, les entreprises, elles ont besoin d'être accompagnées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Un chiffre clé, je crois que ça suffit. Ouais, on va arrêter là, parce que si vous voulez d'autres chiffres, il faut aller la télécharger, cette étude, et aller la consulter. Du coup, sur le site de XXE, j'ai bien compris, sur le blog. Oui, c'est ça. Sur le blog XXE et sur le site Inops aussi, elle sera en ligne. Et juste un dernier chiffre important, il y en a beaucoup en fait, il y a quelques-uns qui choisissent d'être freelance pour mener une deuxième activité.
on parlait du slashing tout à l'heure. Et justement, en parlant de législation, ça revient sur le gouvernement, il y a 58% des freelances qu'on a interrogés qui sont pour la création d'un 3e statut pour les slasheurs. Ok. Voilà. Donc, ça c'est intéressant. Pourquoi pas, ça, on peut aller taper à la porte de Macron et peut-être lui faire une petite demande pour voir s'il serait OK. Rendez-vous début novembre devant l'Elysée, ok? Bon top, merci en tout cas pour tous ces chiffres clés. Je voulais te poser 2 dernières questions. Donc toi tu es indépendant, tu es même slasheuse comme tu l'as expliqué. Est-ce que tu as des conseils à livrer un peu à nos auditeurs pour qu'on puisse s'épanouir en tant que freelance? Est-ce que tu as des références, des livres et des trucs que tu voudrais partager aussi avec eux? Alors j'ai une super étude que je viendrai chez J'arrête. Non, les astuces, c'est justement pas s'enfermer dans son. Enfin, en gros, faut arriver à être organisé sans forcément rentrer dans un énorme business model ou autre. Enfin, si on essaye de préparer son lancement pendant des mois, ça marchera jamais. Faut aussi penser par contre justement pas qu'à son lancement, mais en fait à pouvoir avoir une activité sur le long terme. Et que justement, au début, on a plein de clients parce que c'est des anciens potes, on fait un peu tourner son réseau au début, puis après, le réseau, il n'est pas non plus extensible à l'infini. Donc, en gros, faut aussi réfléchir à comment on va trouver des missions sur le long terme. Donc oui, ça passe par les plateformes, mais aussi par justement un site web, une bonne présence sur les réseaux sociaux. Ça, les freelances n'ont pas forcément acquis ça, mais en gros, certes, être professionnel du marketing, il faut avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi vous montrez votre valeur. Je sais pas, les rédacteurs web qui n'ont pas de blog, compliqué de se projeter. C'est compliqué quoi. Donc voilà, pas hésiter à mettre en valeur ses compétences, pas hésiter à sortir aussi justement, aller à des conférences, aller rencontrer. Même du réseautage. Et justement, pas hésiter à se mettre en collectif. C'est vraiment, moi je pense que le collectif, c'est l'avenir du freelancing. Que c'est gentil. mais voilà, justement, on a encore cette idée qu'il faut un peu casser cette idée du freelance qui est tout seul dans son coin. Le freelance IT, un peu boutonneux. C'est vraiment la caricature du freelance des années 90. C'est plus du tout comme ça. Maintenant, c'est cool d'être geek et du coup, il faut un peu le revendiquer. Faut s'assumer. Voilà, c'est ça. Pas hésiter à faire un peu d'humour, de vraiment jouer sur le relationnel avec les entreprises parce que ça compte. Parce que justement, c'est pour ça qu'elle vous rappellera plus tard et c'est comme ça que vous pourrez peut-être augmenter votre TJM et autres. Et voilà, arriver à bien s'entourer, toujours être organisé quand même et gérer un peu sa trésorerie à l'avance. Et puis finalement... Et puis, surtout, pas oublier d'avoir une vie à côté quand même, parce que c'est important de pouvoir ça peut aider, séparer, c'est vrai. Partez en vacances, s'il vous plaît. Parce que je sais que c'est pas payé, mais quand même. Il faut partir. C'est ça. Voilà mes conseils. Ok, mais top, merci pour ces petits conseils. Du coup, après ce petit podcast, comment on fait pour pouvoir rester en contact avec toi? Quels sont tes réseaux sociaux? Où on te contacte? Sur le blog XXE, c'est moi qui m'en occupe, donc vous pouvez très bien aller voir des articles, laisser des commentaires et tout, je vous répondrai, sur aussi tous les fils Twitter et autres, et puis vous pouvez aussi j'ai un faible pour Twitter, parce que même si c'est devenu un peu pourri, c'est quand même Je te follow direct. le réseau social qui a créé le hashtag quand même, donc faut un peu de respect. Voilà, faut quand même le respecter. Et du coup, mon Twitter c'est Audrey Libert, je trouve tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour des conseils ou pour parler Star Wars ou Eminem, je serai là quoi. Top. En tout cas, merci Audrey d'avoir fait tomber le masque en acceptant de rejoindre le bal local. Et du coup, on te dit à très bientôt. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.